Alors on est presque au Tourmalet, col du Tourmalet qui est derrière là-haut. On voit pas grand chose pour l'instant. Alors on va prendre le chemin ici, on va vers le lac Bleu. On va prendre le chemin là sur le côté là, puis on va aller derrière ces montagnes là. Et puis on va prendre une crête à droite, là on la voit pas. Là on a au loin la chaîne, je sais plus qu'est-ce que c'est là-bas. Là alors le parking il est là-bas, en bas à droite, à gauche pardon. En haut là-haut, au milieu dans la petite crête, enfin le col là on a le Tourmalet. Des montagnes assez abruptes là. En bas de la route par où on est venu. C'est merveilleux. On a un soleil, un temps splendide. Alors la chaîne là-bas, oui, ça doit être la vallée à gauche, ça va à Cauterets, Pont d'Espagne, et puis l'Espagne bien sûr. En bas là-bas, tout au bout, on a l'Huile Saint-Sauveur sûrement. Un peu plus vers nous, on a Barèges, le village Barèges, et puis en bas là, on a la station Super Barèges, station de ski avec le télésiège et tout, qui va dans la vallée à gauche là. Là on doit être à 2100, 2100, quelque chose comme ça. Et là donc on commence à passer les montagnes qui nous bouchaient un petit peu la vue, et puis on va essayer d'aller sur cette crête là-haut là. Voilà, et de l'autre côté il y a le lac Bleu. Donc on devrait avoir une vue splendide. Je ne sais pas si le chemin est praticable, je pense que oui, parce que sur une carte il est marqué comme ça, voilà. Et puis là, avant, on avait le chemin qui monte au pic du Midi, voilà, à gauche là. Un petit chemin tranquille, pas de problème. On commence à... Enfin, on a, oui, les belles couleurs d'automne, hein, avec des bruns. N'est-ce pas, mademoiselle Joël là? Le brun. Voilà, on va passer là dans ce petit goulet sûrement. La chaîne, c'est peut-être pas celle-là qu'on va prendre en fait. Peut-être une autre plus en arrière. Voilà. Merveilleux. Plus beaucoup d'animaux, ils sont redescendus, j'en ai vu des moutons sur la route en bas là. Peut-être plus grand chose à manger en haut. On va pas tarder à voir les premières neiges, je pense, bientôt. Maintenant, là, on vient de là. On commence à voir les premières neiges là, ça doit être le Vignamal là-bas. À 3600 je crois. Un peu de neige là-bas aussi. On se rapproche de notre petit col. Voilà, on est arrivé sur le plateau, on va passer par ce petit goulet là sûrement. On vient de casser une petite croûte. Alors oui, c'est sûrement le Vignamal là-bas, donc on voit là, on peut aller par la droite où il y a le col là, c'est là où il doit y avoir le refuge, on monte tranquille jusqu'à la pente un peu raide là, où on peut aller à gauche en passant avant les... c'est ce qu'on a fait la dernière fois là, en passant avant les monts qui sont devant. Bon, comment expliquer d'ici, disons que il y a deux cordes là avant le Vignamal, et encore une petite crête avant, et bon, on a dû passer devant ça à gauche et remonter par là un petit peu, on n'a pas été jusqu'au bout. Voilà, alors réflexion philosophique.
J'ai envie de parler de l'évolution. À chaque fois que je vois ces merveilles, là, souvent j'interroge des gens en passant. On a des rencontres sympathiques, là, on a des bonnes petites discussions, et puis je leur dis, mais alors c'est beau ça, vous êtes là sur moi, oui, c'est parce que c'est beau, mais est-ce que vous pensez d'où ça vient? Des fois, aujourd'hui, on y parle beaucoup de l'évolution, est-ce que vous pensez à Dieu? Oh, je crois que souvent ils disent qu'ils n'y pensent pas trop, ils se posent pas la question, mais bon, je sais pas s'ils sont bien honnêtes. Sinon, l'évolution, ce qu'il faut demander, c'est que souvent on prend on prend les choses plutôt comme un absolu. Et il faut poser la question, si on vous dit d'où ça vient tout ça, si on vous dit ça vient de l'évolution, il faut dire l'évolution de quoi? L'évolution de quoi? Une évolution, ça se produit à partir de choses qui existent déjà. Et une évolution, elle ne peut pas être prise comme quelque chose d'absolu, c'est-à-dire à partir de rien, et former quelque chose ensuite. L'évolution, en fait, l'évolution, elle n'a aucune... on la prend comme une cause alors qu'elle n'est pas cause, c'est un effet, c'est un phénomène. C'est le fait que les choses évoluent. Bon, à supposer qu'il y a eu une évolution. Hein. Bon, les théologiens n'excluent pas, les grands philosophes comme saint Thomas, saint Augustin, n'excluent pas une évolution, mais qui n'a sûrement pas pu venir toute seule. Il faut toujours supposer quelque chose de préexistant au départ. Alors les braves scientifiques, nos braves scientifiques, bon, que je respecte en tant que scientifique dans leur domaine, mais bon, j'incrimine, j'allais dire même un peu, quand ils veulent s'occuper de choses qui ne les regardent pas tellement, enfin qui les regardent en tant qu'hommes, mais qui ne les regardent pas en tant que scientifiques, parce que c'est pas leur domaine. Alors eux, ils partent de la soupe primitive, bon, d'où elle vient cette soupe primitive? Et premièrement, de toute façon, l'évolution suppose toujours quelque chose au départ qui ne peut pas venir de l'évolution. Ça, il faut se répéter ça. Et deuxièmement, est-ce que le monde a commencé ou pas? Bon, ça, on sait avec les grands philosophes, saint Thomas et Aristote en particulier, qu'on ne peut pas démontrer philosophiquement que le monde a commencé. C'est curieux, je réfléchis des fois, et j'essaye de trouver une solution, bon, sans trop d'espoir, puisque les plus grands génies, Aristote et saint Thomas, ont dit ça. Mais de toute façon, comme dit Jean Jaja, reprend Jean Jaja après les scolastiques, de toute façon, qu'il ait commencé ou pas, il lui faut une cause à ce monde, parce qu'il ne peut pas venir tout seul. Et donc, il faut toujours supposer quelque chose au départ, même le hasard. Le hasard, on pense ça aussi comme quelque chose d'absolu, comme une cause. Et en fait, le hasard, c'est pas une cause, c'est aussi un état. C'est même pas un état de fait, c'est quelque chose vu par rapport à notre psychologie, et pour dire qu'on ne connaît pas les causes de quelque chose qui se produit. Il y a des tas de phénomènes qui se produisent dans tous les sens, et on ne sait pas trop d'où ça vient, et on dit c'est le hasard. Bon, si on connaissait parfaitement les tenants et les aboutissants des phénomènes, on dirait pas c'est le hasard, on dit ça vient de là, ça mesure tant, ça pèse tant, etc. Le mouvement il a telle caractéristique. Et le hasard, en fait, c'est même pas un état de fait, c'est un état de notre psychologie, pour dire en fin de compte qu'on ne sait pas. Hein, j'ai rencontré un ami en Chine par hasard. Lui, il était en voyage d'affaires, moi je suis parti en vacances, on s'est rencontrés là-bas, on ne savait pas du tout qu'on y allait, ni l'un ni l'autre, et un hasard, dans une rue, là, lui il était au restaurant, moi je passe dans la rue, je le vois, tiens, salut, quel heureux hasard. Voilà, mais il y a des causes tout à fait précises qui ont fait que ce hasard, entre guillemets, se produise, mais en fait le hasard c'est rien du tout, c'est une étiquette qu'on colle sur un événement pour dire qu'on n'en connaît pas les causes, ou que les causes sont un peu surprenantes, quoi, qu'elles sont en dehors de notre façon habituelle de voir. Donc évolution, et c'est évolution de quelque chose, d'où vient cette chose? Deuxièmement, évolution, elle se produit, si ça va vers le plus, bon, si ça va vers le moins, c'est clair, les choses comme elles sont, si elles se dégradent, elles se dégradent,
Êtes-vous rien chercher? Je me tourne parce qu'il y a du vent. Bon, on entend moins bien peut-être. Et si ça se dégrade vers le moins. Mais vers le plus, bon, vers le plus, si la chose qui évolue n'a pas ce plus en elle, ou de quoi avoir ce plus, ou de quoi produire ce plus, eh ben, il faut que ça vienne de quelque part. Et si on monte, si on dit c'est le copain d'à côté, c'est le voisin, ou c'est des phénomènes d'à côté qui ont fait que, bon, ça y a rajouté quelque chose, bah ça vient des copains d'à côté. Et ainsi de suite. Mais le début de la chaîne, il est où? C'est ça qu'il faut voir aussi, vous voyez, c'est de n'importe quelle façon qu'on s'y prenne, qu'une chose aille vers le plus en elle-même, hein, comme on dit que les poissons sont devenus des terrestres, des animaux terrestres, ensuite ils sont devenus des oiseaux, tout ça, il fallait qu'ils l'aient au départ, sinon, ou il fallait qu'ils l'obtiennent par autre chose. Mais s'ils ne l'ont pas au départ, rien ne naît de rien, hein. Ça c'est un principe physique, même en plus d'être philosophique au départ. Rien ne vient de rien, et donc, bon, mis à part la cause de Dieu qui crée à partir de rien, mais ça c'est un autre problème, on en reparlera. Donc voilà, évolution, d'accord, peut-être, mais d'où ça vient? D'où viennent les possibilités? Tiens, il y a des gens qui arrivent là-bas, qui sont en train de descendre, ben, ils nous montrent le chemin. Un bleu et un jaune, je ne sais pas si vous voyez sur le... Donc voilà, premièrement, il faut une matière au départ. Deuxièmement, s'il y a des êtres qui évoluent vers un plus, il faut qu'ils aient ce plus, il faut que ce plus vienne de quelque part, s'ils ne l'ont pas. Au départ, voilà, en fait, l'évolution, c'est simplement éventuellement une constatation de quelque chose, mais ça n'explique rien du point de vue des causes. Il faut, et on est toujours obligé de remonter à un être qui, lui, n'a pas de cause, Dieu, qui est, même pas cause de lui-même, comme disait Descartes, c'est une idiotie métaphysique, on en reparlera, on en a déjà parlé. Il n'est pas cause de lui-même, il est l'être absolu, il est la source de l'être, il est l'acte pur, c'est-à-dire sans aucune puissance, il est source d'existence, l'être dans toute sa plénitude, sans aucun manque, c'est-à-dire, si on peut dire d'une façon un peu vulgaire, il est tout au maximum, maximum, voilà, et il est source d'existence. Donc, il n'est pas cause de lui-même, il est, voilà, comme dans la Bible, bon, c'est pas philosophique, mais dans la Bible, quand on demande son nom, Dieu il dit « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire je suis l'être qui est, son essence est d'exister. Voilà, nous, notre essence est d'exister tel ou tel, bon ça c'est un peu fort corse, c'est ce que je dis là, mais bon, on existe comme homme, on existe comme cheval, on existe, l'essence réduit l'existence d'une certaine manière à une certaine forme d'existence déterminée. Alors que Dieu n'est pas réduit à une forme d'existence particulière, il est l'existence en plénitude. Voilà. Et c'est lui qui est cause de tout, qu'il y ait eu évolution, qu'il n'y ait pas eu évolution. On doit forcément, métaphysiquement, rationnellement, remonter à une première cause qui, elle, n'a pas de cause. Voilà. Alors voilà, il y a un piquet là, puis je pense que la crête ça va être celle-là. Voilà, on arrive à ce petit col, alors je vous fais sentir l'effet que ça fait quand on découvre. Voilà, le lac bleu là-bas. Là, il y a une belle crête à faire aussi. Donc voilà. Tout ça. Alors derrière, là, on a le pic du Midi, on le voit pas. Là-bas, on a Lourdes, derrière. Et donc la crête qu'on a vue, c'est bien celle-là qu'on va faire, c'est-à-dire celle-là. On va voir, enfin, si c'est possible. Hein. Si c'est trop dangereux,
on sera obligé de renoncer. Mais voilà. Bon, on peut dire encore quelques mots sur l'évolution, mais des choses évidentes qui sont complètement aberrantes dans leur esprit. Bon, par exemple, imaginons l'animal terrestre qui serait transformé en oiseau. Bon, comment ça serait passé? Comment lui serait poussé les ailes? On dit qu'il faut qu'il s'adapte à son milieu. Donc, mettons que les animaux terrestres d'Europe aient voulu aller en Amérique. Donc, déjà là, vous voyez le boulot. Déjà là, il faut, même les hommes, à un moment, pendant longtemps, ils ne savaient pas s'il y avait de la terre plus loin. Bon. Alors l'animal, lui, il savait. Alors il s'est dit, tiens, je vais me faire pousser des ailes. Bon, comment il va faire? Il a 4 pattes. Est-ce qu'il va y pousser des ailes dans le dos? Ben non. Ouais, les oiseaux n'ont pas 4 pattes, en général, ils n'en ont que 2. Et c'est les membres antérieurs qui servent d'ailes. Alors mettons, on va leur donner des points aux évolutionnistes. Alors l'animal, pour ça, il serait déjà mis sur la station debout. Il serait mis en station debout. Bon, déjà là, il faut quelques milliers d'années, supposé. Bon, ensuite, pour voler, qu'est-ce qu'il va faire? On dit à la fonction créer l'organe, la marque. Hein. Bon, alors il va agiter les ailes. Bon, alors comme ça se déroule sur plusieurs millions d'années, bah, il va falloir qu'il agite les ailes pendant toute sa vie sans pratiquement de résultat. Et il faudrait que sa descendance, ses enfants, ses petits, bah, agitent les ailes pareil, bah, qu'ils se mettent déjà sur la station debout, les membres avant, je veux dire, pardon, excusez-moi, parce que les ailes ne sont pas encore là. Et au bout de quelques millions d'années, il va leur pousser des plumes et des ailes, et il va commencer à pouvoir s'élever un petit peu en l'air. Bon, ensuite, non, vous voyez un petit peu l'aberration. Ensuite, bah, il faut qu'il apprenne à voler, donc mettons qu'il se jette dans un précipice, bah, s'il ne sait pas voler, hein, le résultat n'est pas difficile à imaginer. Alors que les oiseaux, on sait que dès qu'ils ont l'âge de voler, hein, les potes, ils se lancent et ça marche tout de suite, hein, sans aucun apprentissage. Bon, si, on peut dire que les parents ils volent devant pour leur montrer ce qu'il faut faire, mais bon, c'est assez rudimentaire. Hein. Si on montrait à quelqu'un comment vole un avion pour le piloter ensuite, je pense qu'il y aurait des difficultés à piloter l'avion. Il faudrait qu'il ait une sérieuse formation, c'est ce qui arrive d'ailleurs. Voilà, puis après, bon, l'oiseau, il va aller en Amérique. Bon, ça tient pas debout. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, il n'aura pas la force d'aller jusqu'au bout. Et puis quoi? Bon, mettons qu'il passe par un détroit, et puis bon, etc. Mettons que ça se passe sur la Terre. Bon, bah c'est pareil. Qu'est-ce qui va lui prendre l'idée de se faire pousser des ailes? Pourquoi faire? S'il a mangé sur la Terre, dans le ciel, il n'y a rien à manger. Hein. Non, mais quand on imagine le truc, c'est complètement débile, complètement débile. Bon, il y a d'autres aberrations aussi. Bon, la poule, par exemple, admettons que ce soit un animal en formation. Pour voler, bon, qu'est-ce que vous voulez, la poule, elle certes ses ailes pour aller un peu plus vite avec ses 2 pattes, bon. Mais, est-ce que je vais dire, est-ce qu'elle sera un oiseau un jour? Il faudra revenir dans quelques millions d'années pour savoir. Et voilà. Et puis pourquoi aussi si les animaux deviennent terrestres deviennent des oiseaux, pourquoi il y a encore des animaux terrestres? Hein, bon, on va dire les autres, ils ont trouvé ce qu'il fallait pour vivre, alors que ceux qui sont devenus des oiseaux, ben, ils n'avaient plus ce qu'il fallait, donc ils se sont fait pousser des ailes. Bon. Bah déjà, s'ils n'avaient pas ce qu'il fallait, c'est pas au bout de quelques millions d'années qu'ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins. L'espèce aura disparu depuis longtemps. Voilà, quelques réflexions philosophiques sur l'aberration de cette évolution. Et tout le monde avale ça aujourd'hui, tout le monde, y compris les savants, des gens, des grandes intelligences, même les gens qui vont dans les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de médecine, les écoles de biologie, tout ça, ça avale tout ça, y a pas de problème. Bah, à force de nous répéter, bah, vous voyez, l'oiseau, cet animal-là, bah, il a une stratégie. Par exemple, il y a des animaux dans le désert qui vivent dans des conditions extrêmes, qui arrivent, alors ils appellent ça survivre. Bon,
Et puis, ben voilà, il a trouvé, alors il lui a poussé ceci, il lui a poussé cela, il a eu ceci, il a eu cela, tout ça, il a fait ça tout seul comme un grand. Non, mais ça tient pas debout. Et tout le monde avale ça pour dire dans quel monde on est. C'est ça, il faut prendre conscience qu'on se croit dans un monde savant. Bon, on va dans la Lune, c'est vrai, il y a des belles choses, mais il faut savoir que le monde, comme dit Saint-Pierre, hein, sauvez-vous de cette génération égarée et pervertie. Voilà. Voilà, on est sur la crête. On va faire un pic ou deux là, si c'est possible. On revient de là-bas. Vous voyez, c'est moins pointu quand on est dessus que la vue du bras. Bon, faut faire attention quand même, mais bon, c'est pas impossible. Et le lac bleu toujours là. Et d'où on vient là. Alors, un temps splendide, merci Seigneur. Ils annoncent de la pluie pour ce soir. J'espère qu'il y en aura quand on sera rentré. Là, on va vers le pic Bédéra, 2500 mètres. Là, on est à 2004. Ah, il y a une belle, encore une belle prise de vue là. Ah non, le lac bleu, il est là-bas. C'est pas ça qu'on devait voir tout à l'heure, oui. On devait voir le petit là. Alors que le lac bleu, il est derrière, il est grand. Magnifique. On y est allé la dernière fois, il y avait de la neige. Là, on a une vue superbe. Ah tiens, vous voyez, on voit à droite du pic, là, on voit la flèche du pic du Midi, là, un petit bout de métal qui dépasse. Là. Regardez ça. Cette chaîne là. Merveilleux. Alors on est monté par là. Ouais, j'avoue que là c'est un peu risqué, oui. Enfin, il faut y aller doucement, quoi. On vient de là. Disons qu'il faut essayer de faire abstraction de ce qu'il y a autour de nous. Il faut regarder 1 mètre carré en dessous de nous, 2 mètres carrés. C'est tout, on est là. On regarde chaque endroit, chaque point d'appui. Et on regarde si c'est faisable ou pas. Pas penser au vide à côté. Il faut se focaliser sur 2 mètres carrés, 1 mètre carré, 2 mètres carrés. Et puis à se bien assurer chacun de ses pas, chacune de ses prises. Et puis voilà. Pas avoir le vertige évidemment, pas avoir peur, dominer sa peur. Merci Seigneur, qui m'a appris énormément de choses. Bon. Alors on va entreprendre l'ascension du Bédéra. Je ne me rappelle plus de son nom, ça doit être Bédéra ou Bérida. Alors un exercice, et donc là c'est pas trop dur, on va passer par là. Comment on va monter ça? Vous voyez, on voit un petit, déjà à gauche là, du début de la crête, là. Un petit plat qui est pas mal. On monte là, on passe au-dessus du début de la crête. Et à droite, là, il y a un petit machin sympathique. Un petit ressaut, vous voyez. On doit arriver jusqu'à là. Puis après, par ici, là, jusqu'en haut. Je pense que c'est ça qu'il faut faire parce que à gauche, il ne faut pas y penser. Bon, on pourrait, mais c'est un peu risqué. C'est de l'alpinisme. Voilà, vous voyez le petit
plats là. On va essayer de faire ça. Alors on a fait cette crête là. On est là. Donc voilà. Tâchez de passer par là. Alors voilà notre mets-plat là, si vous le voyez. Tac, 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 tac. Alors là-bas, entre les deux là, dans le V, on doit avoir le Haut-Acam. Plus loin, c'est peut-être le Pivest, et puis en bas, un petit peu après Lourdes, le Val d'Azun là-bas. Alors notre brave pic du Midi, là, on le voit bien là. Voilà. On vient de là. Je sais pas si je vais revenir par la crête ou par en bas là. Puis rattraper le chemin là-bas. Bon, ben on est arrivé. J'ai failli renoncer. Un passage un peu difficile et puis j'en ai parlé à Saint-Joseph et puis hop, on est passé. Alors voilà le beau lac bleu. Il porte bien son nom. Là il est un peu bleu foncé. Toujours la Haut-Acam là-bas. On vient d'ici là. Notre pic du Midi, toujours là. On va là-haut, alors là c'est une autoroute maintenant. C'est la dernière ligne droite sous les acclamations. De mieux, je suis content d'avoir celui-là. On voit la neige à bas. Hein. Notre vignoble normalement. On voit les chênes. Bon, et celles qu'on avait tout à l'heure. On voit la vallée là qui va à Barège, super Barège. Bon, par la suite j'aurais vu penser faire un peu continuer la crête, mais là il y a vraiment un ressaut important. Oh, sûrement que c'est faisable, mais bon, ça commence à s'approcher de l'heure du retour. Les brumes solaires. Vous voyez les brumes là, dans la vallée. Ça c'est des brumes maintenant. Tout à l'heure ça sera des nuages. Et tout ça, ça peut se transformer en nuages très rapidement. Ce qui fait que si on n'a pas de GPS comme moi ou de boussole, on peut être déboussolé. On peut perdre son chemin. Alors le problème de perdre son chemin, c'est pas trop grave, mais c'est qu'on risque d'arriver dans ce qu'on a des impasses inverses, c'est-à-dire au lieu que ça soit un mur, c'est un précipice. Et on peut essayer plusieurs chemins comme ça, et puis la nuit tombe, et puis si on s'affole, on essaye de passer quand même, et on se casse la figure. Bon. Ce qu'il faut, c'est pas s'affoler, c'est comme dans la mer. Hein. En mer, il faut pas s'affoler non plus, sinon c'est là qu'on s'épuise et qu'on coule. Une petite échancrure là-bas, c'est marrant. Voilà, c'est merveilleux, merci Seigneur. On va monter là-haut. Voilà, on est arrivé, 2500 mètres, oh c'est pas... On a fait que 600 mètres de dénivelé, alors là on a la vue splendide. Il y a deux autres pics là qu'on aurait pu faire. Si on avait plus de temps, je sais pas quelle heure il est. Alors tiens, vous voyez les nuages à bas qui sont formés là. Dans le trou, dans la creux là. Ça on l'a déjà vu. Notre pic du Midi. Alors on a fait cette crête là en bas là. Pas mal, moyen, ou deux, trois passages un peu trop difficiles, mais bon. Faut aller doucement. Et puis, ce que je voulais dire, alors on est au parking, là-bas on voit la route qui monte là, à gauche, derrière ce mont là, le deuxième là.
pas loin là-bas. Et puis notre chemin de retour, il est tout en bas là. Enfin, pas la route là, mais là, au flanc là. Voilà. Magnifique. Alors les nuages noirs arrivent. Ça doit être la pluie annoncée pour 19h à Lourdes. Pour vous faire partager un peu de sensations fortes. Fortes ou bien moyennes, c'est comme vous voulez. Il faut aller là-bas. Alors là, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut que je tienne la caméra avec une main. Vous voyez, il faut assurer ses pas. Bien regarder où on met les pieds. Aller doucement. Prendre son temps. Il faut tout calculer, vous voyez. Calculer. Bon, il faut avoir une certaine expérience. Des fois, on se met un peu à genoux. Voilà. Alors, c'est sûr que et le moindre faux pas, ça peut être fatal. Bon, là, je vais reprendre mon autre bâton parce que. Mais bon. Alors, tout à l'heure, oui, ce que j'ai fait, j'ai pas mis en pratique les conseils que je donnais. Justement, il faut assurer chacun de ses pas. Il y en a un que j'ai pas assuré. Alors, ce qui est embêtant, c'est sûr, c'est le mélange caillou-terre. Des fois, ça tient, puis des fois, caillou-terre, ça tient pas. Donc, il faut faire très attention, bien assurer chacun de ses pas. Et voilà, vous voyez là, crac, crac. Bon, j'arrête parce que ce qu'il faudrait, c'est que j'ai une caméra à casque pour avoir les mains libres. Voilà, on vient de là. Et on va redescendre ici. En bas là. Et le petit chemin là, hop. En bas, en bas, en bas. Voilà, le chemin là. Jusqu'à là-bas. Après cette chaîne là, à gauche, notre parking.